Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, ce sont des centaines de podcasts organisés en série. Celui d'aujourd'hui appartient à la série Le Manager libéré. Il s'agit des freins à la libération. Pour compléter l'écoute de nos podcasts, je vous invite à vous rendre sur notre site outildumanager.com. Vous y trouverez toutes les autres séries, mais aussi nos articles, nos documents à télécharger, notre newsletter, et vous pourrez aussi dialoguer avec nous. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, Les freins à la libération, épisode 1. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Alors, aujourd'hui, on continue notre série sur la libération du manager, qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et cette fois, on va parler des freins à la libération. Et pour chacun, en fait, on va vous donner des arguments, mais aussi des recommandations à mettre en place pour vous aider progressivement à franchir le pas. Nous allons parler des freins internes, c'est-à-dire ce que peut ressentir le manager, ses craintes, etc. Oui, tout à fait. On va pas regarder le côté externe, c'est-à-dire par exemple la culture d'entreprise dans laquelle vous évoluez, le tempérament de votre patron, ces choses-là. Parce qu'en fait, l'objectif de Outils du Manager, c'est de s'adresser à vous. Puisque c'est vous qui nous écoutez, pas à votre boss ou à votre entreprise dans son ensemble. C'est pas nous qui allons mener une opération de libération dans votre entreprise, sauf évidemment si vous nous demandez d'intervenir chez vous. Mais là, l'objet du podcast, c'est de vous convaincre, vous. Et puis une autre raison, c'est que les cas de figure, en fait, les freins que vous pourriez rencontrer, je dirais, dans votre environnement, ils peuvent être vraiment multiples. Et donc, si réellement vous avez des freins qui sont imposés par votre environnement, je préfère qu'on en parle. Et donc là, il faut vous sentir à l'aise avec ça. Vous pouvez, je dirais, la priorité, ce serait le canal prioritaire, je dirais, ce serait de déposer sur notre site, en vous rendant sur le podcast Les freins à la libération, un message sous forme de commentaire auquel on répondra. Si jamais vous rencontrez des difficultés, ou si vous pensez qu'en fait, ce qui vous empêche de vous libérer, c'est votre environnement. Mais vous pouvez, si vous préférez que ce soit confidentiel complètement, m'envoyer un mail donc à cédric@outildumanager.com. Donc, comme à chaque fois à propos de la libération du manager, je réitère mon disclaimer, en bon français, c'est que les recommandations en fait, qu'on va développer dans toute la série Le Manager libéré, elles peuvent dans certains cas, dans certaines situations, être préjudiciables à votre carrière, ce qui n'est pas le cas des recommandations qu'on vous propose dans les autres séries, c'est-à-dire dans la série Les outils essentiels, les outils avancés, les outils quotidiens, le manager communicant et le manager organisé. Là, On est dans autre chose. D'accord. Alors, c'est quoi ces freins internes ? Alors, en fait, je vais d'abord vous les citer en vrac. En fait, c'est des phrases qu'on peut entendre souvent, et puis qu'on répète nous-mêmes, qui sont du style « Mais enfin, moi, je suis toujours le premier arrivé et le dernier parti, ça va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. » Ou bien « De quel droit je lèverai le pied en demandant aux autres de se défoncer ?» Ou alors « Mais quand je suis pas là, mes collaborateurs s'en plaignent, ils me réclament même quand je suis en vacances. » Trop délégué, c'est risqué. Ils vont me piquer mon poste pendant que je suis pas là. La confiance n'exclut pas le contrôle. Une grande phrase, on en parlera. Quand je suis absent, tout va mal. Ils ont besoin de moi. Et puis on peut avoir des choses du style ma boîte c'est mon bébé, je peux pas le laisser comme ça, j'ai besoin d'y être. Ou bien c'est pour moi qui travaille, si je suis pas là, qu'est-ce qui va se passer, pour qui ils vont travailler. Et puis dégager du temps c'est bien, mais je vois pas pourquoi, ma vie est très bien, qu'est-ce que je vais faire de toute façon de tout ce temps que j'aurais libéré. Donc en fait, ça c'est des choses qu'on entend souvent, mais on va nous structurer un petit peu notre podcast en termes de famille, en fait, d'arguments qu'on entend souvent. Et en fait, il y a 3 familles d'arguments, et pour chaque argument, j'essaierai de vous donner un contre-argument et des recommandations. Alors voilà les familles. La première famille, c'est culpabilité, exemplarité et peur de l'abandon. La deuxième famille, c'est confiance ou contrôle et la peur du détachement. Et la troisième famille, c'est l'ego et la peur du vide. Ok, alors ta première famille, culpabilité, exemplarité, peur de les abandonner, peur du vide, détachement.
c'est marrant, on dirait un peu des pathologies. Oui, bah c'est sûr, hein, j'invente rien en fait. En fait, c'est à travers les remarques que les gens nous font, on détermine des craintes, etc. Alors, ce ne sont pas des pathologies, mais c'est vrai que quelquefois c'est assez amusant. On peut faire le parallèle entre la peur de l'abandon, du détachement et la peur du vide. C'est aussi des freins, par exemple, qu'une mère peut avoir vis-à-vis de ses enfants. Mais bon, voilà, d'ailleurs, je ferai des parallèles, mais aussi des différences. Vous n'êtes pas les parents de vos collaborateurs. Et de la psycho... c'est pas du tout l'objet de l'outil manager de faire de la psycho, c'est pas pour ça qu'on est là. Nous, on est plus focalisé sur les comportements, et là, en l'occurrence, sur les comportements limitants. Hein, on a déjà parlé du DISC, qui est notre modèle de communication, et d'ailleurs, on peut s'arrêter 2 minutes à propos du DISC. Si vous connaissez votre profil, c'est-à-dire si vous savez si vous êtes dominant, influent, stable ou consciencieux, je peux vous dire dès maintenant quel type de frein vous êtes plus susceptible d'avoir selon votre profil. Donc, quelqu'un qui est dominant, il va avoir des freins liés à l'ego et à la peur du vide. C'est-à-dire, le questionnement, ça va être « mais qu'est-ce que je suis sans ma boîte ?» Le questionnement fondamental, on va le dire. Même si c'est pas aussi extrême, c'est quand même le genre de question qui va se poser. Et puis, va se poser aussi le problème de la confiance. C'est-à-dire, et ça va pas être la confiance pour contrôler, ça va dire « mais si je suis pas là, ils avancent pas ». C'est-à-dire que souvent, le dominant, il a l'impression que quand il n'est pas sur place, en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'il a une espèce de notion du temps et du lieu qui est que il faut que je sois là pour que ça arrive. C'est pas des gens, par exemple, qui sont très patients. Et quelqu'un qui n'est pas patient, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'attendre que les choses adviennent. Donc voilà, le dominant, il va avoir plutôt des choses liées à l'ego, la peur du vide, et puis des choses liées à la confiance. L'influent, il va avoir un petit peu les mêmes freins en termes d'ego et de peur du vide, mais il va aussi avoir la peur de ne plus sentir les choses. En fait, un influent, il est attaché à son environnement, à son équipe, et puis il a une espèce de notion comme ça, moi j'ai besoin d'être dans les choses, j'ai besoin d'être dans le flux, j'ai besoin d'être dans l'énergie pour comprendre ce qui se passe. Si je suis pas là, je comprends plus ce qui se passe, du coup ça me coupe. Il a peur d'être coupé. Et puis on verra qu'il aura aussi une petite tendance à vouloir être le héros, ça fait partie de la panoplie de l'influent, et donc s'il n'est plus là, s'il ne résout plus tous les problèmes, qu'est-ce qui va se passer ? Le stable, il va plus ressentir de la culpabilité parce que pour lui il faut être exemplaire, c'est-à-dire il faut être là pour montrer comment on travaille. Il va avoir une peur aussi d'abandonner, de laisser ses salariés livrés à eux-mêmes. Et il aura aussi probablement aussi des difficultés à accepter ses privilèges, et entre autres le privilège d'avoir du temps quand ses collaborateurs n'en ont pas. Oui. Donc on voit que c'est des choses assez liées à la culpabilité puis de la peur de l'abandon. Et puis consciencieux, donc le dernier des 4, il va avoir lui des difficultés à faire confiance, en fait une peur de la perte de contrôle, une peur aussi de... Alors autant l'influence est une peur de ne plus être baigné dans les choses et de ne plus les sentir, le consciencieux ça va être une peur de ne plus voir les choses. Le consciencieux c'est quelqu'un qui aime bien accumuler les informations, et là il aura peur d'être coupé des sources d'informations lorsqu'il sera absent. Donc vous voyez, on a pour tout le monde. Et donc à chaque fois, quand je vais développer des arguments pour vous convaincre et des recommandations, je vais essayer de m'adapter au profil qui est le plus touché par le frein. Je répète, il n'y a pas de bon et de mauvais profil, mais dans tout profil, il y a des choses qui sont un petit peu limitantes. Donc on va essayer par commencer par vous libérer de vos comportements limitants et néfastes à la libération. Voilà. Super. Alors, on commence par la première famille. Culpabilité, exemplarité et peur de l'abandon. Voilà. Et en particulier, en fait, on va s'intéresser à 3 arguments qu'on entend tout le temps, qui correspondent à 3 craintes. Le premier argument, c'est « je dois arriver le premier et partir le dernier ». Le deuxième, c'est « de quel droit je dispose de mon temps et pas eux ». Et le troisième, c'est « qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi ». Alors, je dois arriver le premier et partir le dernier. En fait, c'est pour montrer l'exemple, ça paraît compréhensible quand même. Alors, le plus fort, effectivement, chez les gens normaux, c'est la culpabilité. En tout cas, c'est ce qu'on nous avance souvent en disant, voilà, moi j'ai un problème avec cette idée de ne pas être au même rythme que les autres, mais ça concerne surtout les stables. En fait, c'est le sentiment qu'on doit être celui qui ouvre la porte le matin et celui qui ferme la porte le soir. Celui qui prend le moins de congés, celui qui est disponible tout le temps, dont la porte est toujours ouverte,
Et souvent, on me parle d'exemplarité, et je peux comprendre. Bah oui, si je suis pas celui qui travaille le plus, comment est-ce que je peux demander aux autres de travailler plus que moi ? Déjà, c'est pas envisageable que le patron ou le responsable, ce soit pas forcément celui qui fasse le plus d'heures, puisque c'est lui, en général, qui gagne mieux sa vie, puisqu'il les exploite, par exemple. Hein, c'est des notions, en plus, qui sont assez développées dans notre société. Cette manière de voir l'entreprise, hein, c'est indéniable, ça fait partie de notre culture. Hein. Une entreprise, c'est quelque chose qui exploite les gens, on l'entend assez souvent. Et donc c'est normal que je me tue au travail, et c'est normal que je leur montre. Et en fait, on verra hein, tout au long du podcast que toutes les craintes que vous pouvez avoir, elles sont fondées. C'est pas, vous les inventez pas, elles sont fondées. Elles ont des bonnes raisons d'exister et de persister, elles sont normales. Et celle-là en particulier, elle part vraiment d'une bonne intention. En fait, c'est de la culpabilité qui se déguise en exemplarité. Je m'explique. En fait, ça vous ferait culpabiliser de démarrer après les autres et de quitter l'entreprise avant eux. Vous vous sentiriez mal, en fait, par rapport à eux. C'est certainement une crainte qui est difficile à rationaliser. Je veux dire, quand on le dit comme ça paraît un peu bête. Et donc, pour rationaliser l'argument, vous la transformez en exemplarité. Parce que c'est évident, on le voit partout, on l'entend partout, on le lit partout. Pour être respecté, il faut être... exemplaire. Voilà. Alors, première chose, c'est faux. Okay. Je connais plein de personnes, et si vous réfléchissez, vous allez en trouver aussi, qui sont loin d'être exemplaires, mais qui sont respectés et même aimés. Et d'autres qui sont exemplaires et qui sont détestés. Donc, c'est pas parce que vous serez exemplaire que vous serez respecté et vice-versa. Il n'y a pas de lien clair entre les choses. Et l'actualité récente nous montre quand même que c'est important d'être exemplaire. Hein, on est d'accord. Oui, mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas de lien. Il y a des gens qui sont absolument pas exemplaires, qui sont épouvantables de ce côté-là, et pourtant, bizarrement, ils arrivent à mener leurs équipes, à mener leur entreprise, etc. Donc déjà, l'exemplarité, c'est pas synonyme d'efficacité. Mais on va dire qu'éthiquement, je suis assez d'accord que c'est quand même mieux d'être exemplaire. Chez Outils du Manager, on a quand même une certaine éthique et on vous encourage à être exemplaire. Tous les outils qu'on vous donne, à chaque fois, on vous dit qu'ils sont puissants et que donc ils doivent être utilisés de manière éthique. Ça fait partie des recommandations qu'on vous donne. Donc première chose, exemplaire, c'est pas synonyme d'efficace. Mais deuxième chose, je pense qu'il y a une confusion sur la définition d'être exemplaire. Ça veut pas dire que parce que vous arrivez avant les autres et que vous repartez après les autres, ça veut pas dire que vous êtes exemplaire. Parce que par exemple, vous pouvez passer votre temps à faire des malversations pendant ce temps-là. Donc c'est pas ça. Être exemplaire, c'est avoir une attitude juste, c'est avoir un comportement respectueux des autres, avoir de la bienveillance à leur égard et être honnête avec votre entreprise, respecter la loi, etc. Être exemplaire, c'est montrer l'exemple en termes de comportement. Ça n'a rien à voir avec le temps de présence. Votre image de patron exemplaire, puisque c'est ce que vous voulez être, vous la donnez à travers votre comportement et votre attitude lorsque vous êtes avec eux, que vous y soyez souvent ou pas. Et d'ailleurs, moins vous y êtes, plus ce sera facile d'être exemplaire pendant cette période-là. Donc, ne confondez pas exemplarité et culpabilité. C'est pas la même chose. Ok, mais on comprend bien que l'idée, c'est que si les collaborateurs voient leur patron se donner à fond, ils seront bien encouragés à eux aussi tout donner. Oui, mais c'est bien le sujet. Vos collaborateurs ne doivent pas s'identifier à vous. On va en reparler plus loin quand on parlera de l'ego. Mais vous non plus, vous ne devez pas vous identifier à eux. Parce que s'il n'y a pas d'autre moyen que de faire ce qu'ils font pour les manager, je vais m'amuser à pousser le raisonnement plus loin. Dans ce cas-là, je vais vous donner de nouvelles raisons de culpabiliser. Pourquoi est-ce que vous passez pas tout votre temps sur la route, loin de votre famille et chez les clients, à vous prendre des râteaux régulièrement comme vos commerciaux ? Qu'est-ce que vous faites au bureau, bien tranquille, alors vos commerciaux sont sur la route à se donner énormément de mal ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans le stock en pleine canicule à trimballer les colis ? Pourquoi vous êtes bien au frais dans vos bureaux ? Ou pourquoi vous êtes sur la route alors qu'eux, pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas profiter des bons restaurants que vous allez faire avec les clients ? Pourquoi c'est pas vous qui vous tapez le contrôle fiscal ? Pourquoi vous laissez faire ça à votre comptable ? C'est quand même pas très exemplaire comme comportement. Donc vous voyez bien que c'est pas possible. Votre rôle n'est pas le leur. Peut-être que vous agissez comme ça aujourd'hui, parce qu'avant vous étiez comme eux, dans leur situation, mais que maintenant vous avez un poste de direction.
Je vois très bien un commercial qui devient directeur commercial, quelquefois il a du mal à pas continuer à faire de la route, juste pour montrer que lui aussi il sait faire de la route, etc. Mais je pense que là, il ne faut pas les prendre pour des idiots, ils sont bien conscients que vous avez chacun votre rôle, et c'est pas parce qu'ils voient que vous êtes là avant leur arrivée et à leur départ qu'ils vont estimer que vous êtes exemplaire et que vous avez du courage. C'est pas vrai. Sans compter que montrer qu'on se tue au travail, c'est pas forcément un exemple. Bah oui, parce que si vous pensez que agir ainsi, ça va les encourager par mimétisme à faire comme vous, eh ben ils vont faire comme vous. Effectivement, ils vont copier, ils vont faire du présentéisme qui sert à rien. Que vous le vouliez ou non, c'est pas la présence qui donne les résultats. Et je vais vous dire, le risque, c'est un risque d'escalade. C'est-à-dire que ce soit la prime à celui qui reste le plus longtemps. Et je dis pas ça par hasard, j'ai eu un cas où dans une entreprise, en fait, le patron tenait absolument à fermer la porte le soir. Mais le problème qu'il avait, c'est qu'il avait un employé qui, pour se faire bien voir, voulait aussi partir le dernier. Et donc, quelque part, il détestait même cet employé. Parce qu'en fait, il me dit, bah ouais, il me force à rester, c'est pénible, quoi. Et donc, le résultat, c'est que l'un et l'autre faisaient des heures, et ils rentraient tard chez eux, tous les deux. Et le pire, c'est que le patron, il restait dans son bureau, en maugréant sur ce salarié qui partait pas, alors qu'il aurait pu rentrer chez lui. Et donc, il s'occupait en écoutant la radio. Enfin, je veux dire, le truc, n'importe quoi. Et j'ai un autre exemple assez rigolo, une conversation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, où vous allez voir qu'en fait, quand on parle d'exemplarité, souvent le contrôle n'est pas très loin derrière. Donc j'ai un ami qui me dit, bah, l'autre fois je suis rentré plus tôt de déplacement, en fait, à 17h30, et ben tu sais quoi, Léopold, il était pas dans son bureau. En fait, ce cochon, il était rentré chez lui, il n'y avait plus personne. Bon ben moi je dis à mon copain, bah ouais alors. Et ben d'habitude quand je suis là, il part comme moi à 20h. C'est dingue donc, c'est vraiment un faux cul. En fait, faut que du coup c'est un faux cul. Quand je suis pas là, en fait il est pas là. Et donc maintenant je vais devoir être tout le temps là. Alors je dis non, ou peut-être le contraire, faut peut-être que tu sois moins là. Comme ça il glandera moins dans son bureau, le Léopold. Le pauvre Léopold, en fait, tu le forces sans t'en rendre compte à rester tous les jours jusqu'à 20h, alors que dès que t'es pas là, il reprend son droit, il reprend ce qu'il t'a donné pour rien. Et donc on voit bien que derrière l'exemplarité, derrière le présentéisme, même si c'est présenté comme de l'exemplarité, même si vous pensez que c'est de la culpabilité, il y a la notion de contrôle et de manque de confiance qui est pas très loin derrière. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie du contrôle et du manque de confiance. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait. Exceptionnellement et en raison des congés, le second épisode des Freins à la Libération est déjà mis en ligne.